invité ce matin Christophe Béchu, qui est maire d'Angers, secrétaire général d'Horizon, le parti qui veut propulser Édouard Philippe à la présidence de la République. Bonjour. Oui, bonjour Christophe Béchu, vous avez vu, qui veut propulser Édouard Philippe à la présidence de la République, c'est bien ça, hein? Je vous confirme que nous préparons la prochaine élection présidentielle, même si notre obsession aujourd'hui, c'est plutôt que les Français aient un budget, qu'on soit en capacité d'éviter d'ajouter de la crise à la crise dans un contexte géopolitique déjà compliqué, et où on voit bien à quel point les débats budgétaires. Oui, on va y revenir parce qu'il y a tellement de confusion que les Français ne comprennent plus ce qui se passe. Moi, j'ai une première question qui est claire. Est-ce que le gouvernement Barnier va passer l'hiver? Je le souhaite, parce que la France a besoin d'un gouvernement, parce qu'on a besoin de gens qui prennent les décisions, et parce que l'échec du gouvernement, ce serait la porte ouverte aux extrêmes. Mais vous le souhaitez, mais vous n'en êtes pas certain. Dites-nous ce que vous avez au fond de la tête, là. Tout le monde voit bien à quel point on est dans une situation hyper compliquée. On a un gouvernement qui est minoritaire, parce qu'à l'issue de cette dissolution ratée, on a un socle commun qui n'est pas suffisant pour pouvoir passer toutes les crises, et on a la tentation de la coalition des extrêmes, avec LFI et le RN qui tiennent le sort du gouvernement entre leurs mains. Et quand on voit cette espèce d'alliance baroque pour aller revenir sur la réforme des retraites, alors que dans tous les pays au monde, on sait que si on travaille plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, on voit bien que le risque que cette alliance des contraires, elle puisse déboucher sur une censure et une instabilité politique, c'est pas de la théorie, ça existe. Ça existe. Ça existe. Vous pensez que le RN votera la censure? Je dis que, à moins d'être aveugle et sourd, on voit bien est-ce que Marine Le Pen a intérêt à enclencher la crise politique, parce que c'est une manière d'enclencher une crise politique. Fondamentalement, ce serait un changement de pied. Depuis 2 ans, le pari du Rassemblement national, c'est de miser sur sa respectabilité. C'est de dire, il y a d'un côté les irresponsables de la France insoumise qui sont le bruit, la fureur, le chaos, et nous qui sommes les gens respectables qui allons tenir l'ordre. Si demain elle vote une motion de censure, elle participe à une hystérisation, à un chaos dans la vie politique. Mais dans le même temps... Chaos dans la vie politique. S'il y a chaos dans la vie politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michel Barnier tombe, que le président de la République doit nommer un nouveau Premier ministre. Ce sera très difficile. Il peut renommer Michel Barnier. La Constitution le lui permet. Je vous confirme, il peut décider de renommer Michel Barnier, il peut décider de nommer Premier ministre, de démissionner un membre de son gouvernement. Est-ce que ça peut conduire à une démission d'Emmanuel Macron, selon vous? Une crise politique grave? Jean-Jacques Bourdin, on est entré dans une situation politique où tout est à peu près inédit. Et donc je me garderais bien d'aller faire des pronostics en disant qu'il y a des choses qui sont impossibles. Vous n'excluez pas? Ce que je peux vous dire de manière très claire, c'est que je ne le souhaite absolument pas. Si demain, il devait y avoir une démission du président de la République, ce ne serait pas juste une crise politique. Les conséquences institutionnelles du fait qu'un mandat présidentiel ne se termine pas, on franchirait une étape. Vous savez, on a déjà vécu avec François Hollande le président qui ne peut pas se représenter. Si demain on doit vivre le président qui ne peut pas terminer son mandat, ce que ça dit sur la fragilité de nos institutions, ce serait un problème. Je ne souhaite donc à aucun prix qu'on se retrouve avec une présidentielle anticipée ou qu'on se retrouve avec un président qui ne peut pas terminer son mandat. Ce serait, pour notre démocratie, un signe d'affaiblissement supplémentaire. Est-ce qu'Édouard Philippe est prêt à une présidentielle anticipée? Édouard Philippe a annoncé sa candidature il y a plusieurs semaines pour être prêt en toute hypothèse. Il sera prêt le moment venu. Il sera prêt le moment venu, si le moment arrive plus tôt que prévu. Il sera prêt le moment venu. Bien. Christophe Béchu, parlons du budget. Ce fameux budget. Tout ce qui a été voté à l'Assemblée nationale est tombé à l'eau. C'est caduc. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, la discussion budgétaire est au Sénat. On est en pleine discussion sur le budget de la sécurité sociale cette semaine, et la semaine prochaine, on sera en discussion sur le budget de l'État. Le budget 2025. Regardons ce qui a été voté hier soir au Sénat. Travailler gratuitement 7 heures par an. Je dis bien pour tous les actifs 7 heures par an, travail gratuit, ça rapporterait 2,5 milliards et ça va servir à financer l'autonomie des plus anciens. Vous y êtes favorable ou pas à Horizon? Oui. Oui? Oui, moi, vous défendez cette mesure? Je défends l'idée que nous devons travailler davantage. Travailler davantage pendant l'année, travailler davantage tout au long de la vie. Il n'y a pas de secret. Ou vous augmentez les impôts, ou vous augmentez la durée de travail, ou vous baissez les prestations. Est-ce qu'en matière de grand âge,
On peut baisser les prestations alors qu'on voit aujourd'hui les difficultés des maisons de retraite et le fait que nous ne sommes pas au rendez-vous en termes de solidarité sur la dépendance et le grand âge. Dites-moi, vous êtes responsable politique, les politiques nous ont fait le coup. C'est pour les personnes âgées, et en fait, on ne sait pas trop où va l'argent. Pardon, Christophe Béchu. 2,5 milliards, il va falloir flécher cet argent et que nous puissions vérifier où va cet argent. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Depuis des années, vous avez des hommes politiques qui se sont spécialisés dans le créneau du « vous inquiétez pas, ça va rien coûter à personne ». Oui, ça j'ai entendu. On va faire les 35 heures, ça n'aura pas de conséquences. On va créer des nouvelles prestations, personne ne va être amené à les payer. On n'est pas obligé d'augmenter les impôts, on n'est pas obligé de travailler plus. À un moment, la vérité, c'est que si on veut dépenser de l'argent, il faut d'abord l'avoir gagné. Et il faut créer de la richesse. Aujourd'hui, on a des domaines, en particulier celui de la dépendance et du grand âge, où nous avons des besoins. Je préfère qu'on demande à chacun de travailler un peu plus et un peu plus longtemps, plutôt que d'augmenter les impôts dans un pays où nous avons déjà quasiment le record mondial du taux de prélèvement obligatoire. Heureusement, comme vous l'avez dit, que le budget voté à l'Assemblée nationale, on repart de zéro. On a eu droit à un concours fiscal où la gauche s'est déchaînée, à inventer chaque demi-journée un nouvel impôt, tout ça sous la houlette des Insoumis, nous expliquant que bien que le communisme ait échoué partout, ils allaient inventer le stade d'après, au-delà du Venezuela, au-delà de la Corée du Nord, un truc dans lequel, en mettant des impôts partout plus élevés que dans tous nos pays voisins, ça n'aurait pas de conséquences. Il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Ils savent qu'on est dans une situation compliquée et ils savent que si on ne veut pas charger la barque fiscale, il faudra bien qu'on travaille davantage. Faut-il imposer 3 jours de carence aux fonctionnaires? Il y a deux sujets. Est-ce qu'il est légitime que les règles dans le public et dans le privé soient les mêmes? Ma réponse est oui. Et ensuite, comment est-ce que ça se met en œuvre? Si votre réponse est oui, c'est 3 jours de carence imposés aux fonctionnaires. Avec quelques subtilités, c'est que vous savez très bien qu'il arrive dans certaines entreprises privées qu'il y ait des aménagements, qu'il y ait des prises en charge dans le cadre de mutuelles ou de cotisations. Ce que je sais, ce que je vois, ce que je constate, c'est que nous avons des taux d'absentéisme qui représentent aujourd'hui pour nos collectivités des charges, parfois liées à des choses que nous n'avons pas à remettre en cause. Quand vous avez des gens qui sont absents pour longue maladie ou des choses de ce type, personne ne le conteste. Et là, on a un besoin de solidarité. Mais quand vous avez des multiplications d'arrêts courts qui pèsent sur les collaborateurs qui continuent, eux, de travailler en n'étant pas absents, qu'on regarde comment moraliser les choses ne me choque pas. Hausse des taxes sur l'électricité? D'abord, il faut expliquer qu'on a baissé les taxes au moment de la guerre en Ukraine. Effectivement. Et qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité baisse et donc que les taxes reviennent à des niveaux que nous avons connus. Je ne suis pas hostile à ce qu'on aille retrouver des impôts là où il y en avait ailleurs. Ce que je dis... C'est-à-dire que vous n'êtes pas hostile à une hausse des taxes sur l'électricité, on est bien d'accord. Dans un contexte où la facture d'électricité baisse pour tout le monde. Oui, d'accord, oui, mais enfin, profitons de la baisse. Parce qu'elle a augmenté, la facture d'électricité, un temps. Quand les prix de l'électricité... Quand ça baisse, on devrait être heureux que ça baisse. Vous comprenez? Je me mets à la place du consommateur. Vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Mais vous allez me permettre de mettre moi aussi une seconde à la place du consommateur, ou du citoyen, ou du contribuable. Du responsable politique. Mais figurez-vous que j'ai beau être un responsable politique, je suis aussi un contribuable et un citoyen. Oui. Et donc, je vous dis juste la chose suivante. Il n'y a pas une personne qui nous écoute qui ne peut ignorer que on a un déficit budgétaire qui a dérapé, qu'on est face à une situation où nous devons restaurer les comptes. Pour le faire, il faut d'abord baisser les dépenses. Ça doit être la priorité absolue. Ensuite, si on doit relever les impôts, je préfère qu'on le fasse dans des domaines où on les a baissés plutôt que de créer de nouvelles taxes, de nouveaux impôts dans un contexte où on est déjà un pays particulièrement fiscalisé. Vous parlez des dépenses. Il y a quand même une incongruité dans cette histoire de budget, dans ce débat budgétaire. C'est qu'on a beaucoup parlé de recettes. Comme on n'a pas eu le temps d'examiner la partie dépenses du budget, on n'a jamais parlé de dépenses jusqu'à maintenant. Et des économies à faire sur les dépenses budgétaires. Et il y en a des économies à faire. Je vous le confirme. Je vais y revenir. Vous êtes maire. Le gouvernement veut que vous fassiez des économies, vous, les maires, et les élus régionaux, les élus locaux, les élus départementaux. Avant de parler de ça, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce qu'il faut revenir sur une partie des exonérations de charges dont bénéficient les entreprises ? Je pense qu'à partir du moment où on demande des efforts à tout le monde, on peut en demander aux entreprises, mais qu'il faut qu'on fasse attention à la part qu'on leur demande. Parce que on voit qu'on a aujourd'hui une situation qui est en train de se tendre sur le plan de l'emploi. Je vais aller même plus loin. Vous savez, l'instabilité politique, le fait que personne ne mesure où on va, le concours fiscal, le délire auquel on a assisté il y a quelques semaines,
ça provoque une chose concrète aujourd'hui. C'est que les patrons arrêtent d'investir. Et c'est que tout le monde met le pied sur le frein en se disant, puisqu'on ne sait pas où on va être prudent, on va arrêter d'embaucher, on va arrêter de construire des nouvelles usines, on va arrêter... Et ça, si on ne redonne pas vite... Et les plans sociaux se multiplient. Exactement. Et donc si on ne redonne pas vite de la stabilité et un cap, l'incertitude, elle va provoquer le chômage et des conséquences qui vont être dramatiques. Et là, c'est jouer avec le feu que de multiplier les signaux sur tout ce qu'on pourrait imaginer d'un point de vue fiscal. Ce que nous souhaitons à Horizon, avec Édouard Philippe, c'est qu'on soit précisément capable, c'est le nom de notre parti, de fixer un cap, d'avoir une stratégie qui soit faite de constance, qui soit faite de cohérence. L'horizon est bouché. Les nuages s'amoncellent. Encore une fois, les faillites d'entreprises se multiplient, notamment les PME, les TPE. Vous le voyez. C'est bien la raison pour laquelle il faut un cap. Je suis sûr que vous le voyez dans votre ville, Christophe. Vous savez, malheureusement, à quelques kilomètres de chez nous, à Cholet, il y a ce site Michelin qui est concerné par exemple, par cette annonce de fermeture. Donc je peux vous dire qu'évidemment, on vit ça de près. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut faire extrêmement attention en mesurant bien qu'à un moment, ce concours d'idées sur le plan fiscal, il a des conséquences dans la vie économique et réelle de nos concitoyens. Attention à l'impôt de trop, dit Antoine Armand. Je partage. Vous partagez? Oui. C'est un avertissement lancé. Économique et... Dit Antoine Armand. Partagez. Un avertissement. Pardon. Oui. Traversé. Bien. Les dépenses. Il faut réduire les dépenses. Vous êtes le premier à le dire. Je vous confirme. Il faut réduire les dépenses. Donc il faut que vous réduisiez vos dépenses, vous, maire. Vous, je ne sais pas, président de département. Vous, président de région. Vous, élu local. Vous pouvez réduire vos dépenses? Bien sûr qu'on le peut. Et surtout, on le doit. La politique, c'est faire ce qui est nécessaire. Donc vous n'êtes pas comme l'Association des maires de France qui ne cesse de hurler en disant « ils nous poussent à faire des économies, on ne peut pas faire d'économies ». Deux choses. Un, beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux ont mal vécu le fait qu'on leur dise qu'il y avait un déficit à l'échelle de l'État dont ils seraient responsables parce que c'est juste faux. Et que le fait est qu'il y a un dérapage budgétaire de l'État, il n'y a pas au niveau des collectivités territoriales, puisque vous êtes tenus de voter des budgets en équilibre, une explosion de la dette. Pour autant, qui peut croire que dans un pays où on est à 3 000 milliards de dettes, on va se retrouver dans une situation où les collectivités pourraient être exonérées de l'effort? Donc on dirait, il faut que les contribuables fassent des efforts, il faut que les entreprises fassent des efforts, il faut que l'État fasse des efforts, mais les collectivités, c'est des vaches sacrées, on n'y touche pas. Ça ne tient pas la route. Les collectivités doivent prendre leur part. Il faut juste que la part et l'effort qu'on leur demande soient, soutenable en valeur et surtout dans le temps. Moi, ma critique, elle porte sur le calendrier. 2025, c'est la dernière année du mandat municipal. Donc si on nous dit baissez vos dépenses l'année prochaine, je regarde chez moi, dans beaucoup de cas, je finis des chantiers qui ont été démarrés il y a 2 ou 3 ans. Je ne peux pas arrêter le chantier juste au moment où on est sur le point de le finir, y compris parce qu'on a des entreprises qui sont en train d'intervenir. Et donc il faut construire avec les collectivités un scénario dans lequel on dit, voilà, en revanche, à un horizon de 2, de 3, de 4 ans, voilà ce qu'on vous annonce. Organisez-vous pour faire en sorte de dépenser moins et que l'État nous permette de dépenser moins. Parce que le paradoxe, c'est que dans un certain nombre de cas, on fixe des normes qui augmentent nos dépenses et ensuite on nous reproche d'augmenter ces dépenses. L'État vous a fixé 5 milliards d'euros d'économie. Hein. Oui. Et ce que je dis... C'est beaucoup trop? C'est 2,5 fois moins que ce que François Hollande et ses amis écologistes ont fait subir aux collectivités locales, que tout le monde manifestement a oublié entre 2012 et 2017. Et toute une partie de la gauche aujourd'hui qui hurle en disant « c'est du jamais vu », ils oublient qu'on nous a imposé 2,5 fois cet effort entre 2012 et 2017. Et vous savez, certains dans cette histoire se discréditent. Quand vous avez un vice-président de l'Association des maires de France, qui s'appelle M. Léniel, qui est élu depuis presque 50 ans, et qui tous les ans, depuis 20 ans, dit « on est à l'os, on n'a plus rien, les collectivités vont disparaître », le problème, c'est qu'à force de crier au loup, c'est comme dans l'histoire, plus personne n'y croit quand ça arrive. Donc là, oui, la hauteur de la marche qui nous est demandée par l'État est très élevée, trop élevée pour une seule année, mais dans le même temps, à dire on va tous mourir, on n'a déjà plus rien, on finit par se discréditer. Je souhaite que l'association des maires, elle tienne un discours qui ne soit pas un discours de syndicaliste de base, mais que l'association des maires tienne un discours qui soit un discours responsable en disant on tend la main, on ne va pas s'exonérer de l'effort parce qu'on en a besoin. Anti-Macron, c'est un discours au service du président de l'Association des maires de France qui a des objectifs présidentiels, David Lisnard. Vous savez, l'obsession d'un maire, oui,
C'est pas de savoir si ça fait plaisir au président de l'AMF ou au président de la République, c'est de savoir ce qui est bon pour ses concitoyens. Et je souhaite que le même état d'esprit qui nous anime quand on est maire dans nos communes, il nous anime quand on est maire ensemble au sein de l'AMF. Vous serez candidat l'année prochaine à Angers. Vous savez, j'ai repris ma mairie il y a 1 mois. Mon obsession aujourd'hui, c'est de tenir les engagements que j'ai pris devant les Angevins il y a 5 ans. Pour une raison, c'est que je pense que la politique, elle meurt des écarts entre les promesses et les actes. Vous serez candidat? Je reviendrai avec joie si vous m'invitez, mais ça n'est pas mon sujet pour le moment. Non. Je ne me dites pas que vous n'y réfléchissez pas. C'est probable, mais il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et parmi ceux-là, il y en a qui sont aussi de nature personnelle. Bon, oui, commune, communauté de communes, métropole, département, région, ça fait beaucoup, non? Vous savez, ça fait beaucoup trop, non? Le sujet, c'est, au risque de vous décevoir, c'est pas les strates, c'est les politiques qui sont conduites. Je vous donne un exemple. Dans mon département, la moitié des communes ont fusionné pour faire des économies, pour se regrouper, pour travailler à plusieurs. Donc en apparence, il y a toujours des communes, des intercommunalités, un département, commun, mais il y a eu des quantités d'endroits dans lesquels on s'est rapprochés. Et dans le même temps, je le dis, il y a la part que les élus doivent faire et il y a le rôle de l'État. Je vais vous donner un exemple qui me révolte depuis 15 ans. On a dans ce pays un débat qui revient souvent sur une situation dramatique qui est vécue par les enfants qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance parce que leurs parents les maltraitent, manquent d'amour, parfois abusent d'eux physiquement, voire sexuellement. Dans 90% des cas, Jean-Jacques Bourdin, les familles biologiques maltraitantes continuent de toucher les allocations familiales alors que l'intégralité des dépenses sont assurées par les départements. Voilà un domaine dans lequel il serait simple d'exiger, d'assumer que les allocations familiales sont automatiquement versées, familiales sont au départ. En plus, c'est morale, on occupe une espèce maltraitante de manière totalement immorale au motif de pseudo maintien du lien qui, dans beaucoup de cas, franchement, n'existe pas. J'ai une dernière question à vous poser, Christophe Béchu, sur un sujet qui vous concerne en tant que maire. La zone artificialisation nette des sols. Faut-il assouplir? Vous, en tant que maire, vous avez une réponse. Depuis 50 ans, on a plus bétonné dans ce pays que pendant les 500 années précédentes. Ma conviction, c'est que demain, moins bétonné à l'intérieur de nos terres, c'est la même logique que la loi littorale. Au moment où la loi littorale a été votée, les élus disaient c'est scandaleux, vous nous privez du pouvoir de construire. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Je considère sur ces zones artificialisation nette des sols. Le ZAN, le zéro artificialisation nette, tel qu'il a été décidé, et sur lequel nous avons déjà voté un certain nombre d'assouplissements. Ça stoppe l'étalement urbain, je le rappelle. Ça le limite, et ça évite qu'on aille construire des nouvelles zones commerciales, sans empêcher l'installation d'usines, puisqu'on a déjà fait des assouplissements il y a 1 an. Je dis qu'il faut faire attention dans ce domaine. Et qu'on a déjà retrouvé des points d'équilibre. Vous avez été ministre de l'écologie, je vous confirme, et je considère que les équilibres sont atteints, et que malheureusement, une forme de démagogie là aussi qui consiste à dire on va redonner aux maires le pouvoir de construire, ne correspond pas à la réalité. On a 10 000 communes qui n'ont pas artificialisé 1 hectare depuis 10 ans, et on a malheureusement quelques sénateurs qui font comme si la France allait être mise sous cloche à cause de ça. C'est pas le sens de l'intérêt général. Le sens de l'intérêt général, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est parfois d'avoir le courage d'expliquer, même si c'est impopulaire, qu'il faut tenir, et là-dessus, il faut tenir. Nous ne devons pas relancer la bétonisation et l'artificialisation. Il faut continuer à aménager notre pays, mais diminuer le rythme auquel nous bétonnons. Alors j'ai encore une dernière question, Christophe Béchu, à propos de l'A69. Vous avez été ministre de l'écologie et vous avez vu, est-ce que le chantier est remis en cause par les dernières décisions? J'ai lu une dépêche disant que le rapporteur du tribunal administratif pensait qu'il y avait des irrégularités. Veut stopper le chantier. Ça n'est pas le tribunal. C'est la proposition du rapporteur. Le tribunal va devoir se prononcer. Proposition du rapporteur. Et je le dis, on a aujourd'hui un chantier qui est lancé, qui est parti. L'écologie est une nécessité absolue. Comment on fait en sorte de préserver la nature, la biodiversité? Mais l'écologie, ça n'est pas non plus le fait de tout stopper, de ne pas se préoccuper des conséquences sociales que peuvent avoir des habitants pour être capables de se développer. Et c'est aussi tenir compte de la démocratie. Il y a eu des dizaines de jugements qui, jusqu'à maintenant, ont tous été favorables à ce projet. Attendons la conclusion et l'épilogue.
du tribunal administratif. Merci beaucoup. Merci Christophe Béchu d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.